Je pense que tout le monde m'entend correctement et nous allons commencer la présentation des réseaux LPWA. Donc, je suis Ludovic Callier, je suis le directeur commercial de l'entreprise Sensing Labs. Juste pour situer, nous intégrons différentes technologies longue distance dans nos capteurs, et c'est à ce titre que je vais vous donner la vision que l'on a des réseaux Low Power Wide Area en anglais, qu'on va traduire en français de manière plus simple par le réseau des objets connectés. Aujourd'hui, c'est des réseaux qui ont tendance à se développer très très vite, et qui sont portés par des acteurs qui sont significatifs sur le marché, à la fois sur le marché français, sur le marché européen et le marché mondial. Donc, pour définir ces réseaux des objets connectés, première chose, les caractéristiques et les applications. Alors, qu'est-ce qui va passer sur ce type de réseau? Ça va être peu de volume de données et peu de fois par jour. Alors, peu de volume de données, ça correspond à quoi? C'est-à-dire que on ne va pas passer de vidéos, on ne va pas passer de son, on ne va pas passer d'images. Ce ne sont pas des réseaux qui sont faits pour ce type d'usage. On va passer des datas. On va passer des datas. On peut faire éventuellement un peu de contrôle commande, mais c'est surtout des datas, de report de data, transmission de data sur ce type de réseau. Peu de fois par jour, c'est l'idéal sur ce type de réseau. Ça va être de pouvoir remonter des données une fois par jour. Alors évidemment, ça peut être des données compressées, ça veut dire qu'il peut y avoir des acquisitions de données plusieurs fois par heure, et avec une transmission globale plusieurs fois une fois par jour ou plusieurs fois par jour. Bon, on peut évidemment augmenter ces remontées de données, puisque dans les cas les plus extrêmes, on peut faire des remontées de données toutes les 30 minutes, voire descendre sur des pas encore inférieurs. Alors évidemment, ça va avoir un coût, notamment sur le produit, parce qu'aujourd'hui, 90 voire 95% des produits des capteurs, des objets qui intègrent ces connectivités LPWA sont aujourd'hui sur batterie. Donc forcément, le fait d'augmenter les remontées de données, la remontée de données peut avoir un impact sur la batterie. En tout cas, c'est un élément qui est à prendre en compte. Donc le cas usuel, c'est plutôt une fois par jour avec plusieurs acquisitions dans la journée. Donc, on va compresser les données pour pouvoir les remonter. Et dans les cas qui peuvent être des cas de surveillance à un moment donné, ça peut être jusqu'à 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. L'avantage, c'est que c'est assez facilement configurable. Ensuite, hop, je vais passer un peu vite. Voilà, autre point qui est important, notamment dans les caractéristiques et dans les applications, c'est la durée de vie. C'est la durée de vie des capteurs qui doit être importante, et la fiabilité. Alors, si je reprends la durée de vie, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la majorité donc, des produits sont sur batterie, donc c'est dans 90% des cas. Et ces produits, ils doivent pouvoir avoir une durée de vie importante. Je vais prendre un exemple, l'exemple des compteurs d'eau, par exemple. Alors, un compteur d'eau, la durée de vie d'un compteur d'eau, elle se situe aujourd'hui sur la France entre 10 et 15 ans. Il est clair que si on veut connecter ce compteur d'eau avec un système de télérelève, il faut que le capteur qui va venir récupérer donc les données de consommation ait la même durée de vie que le compteur d'eau. Il est clair qu'une régie ne pourra pas déplacer quelqu'un pour changer le capteur
parce qu'il est arrivé au bout de son autonomie. Donc c'est pour ça que la durée de vie est importante, parce qu'on va retrouver dans plusieurs use cases ce besoin d'avoir cette durée de vie, cette durée de vie, on aura besoin d'avoir cette durée de vie importante. Alors je suis désolé, des fois il y a des hésitations, mais je suis en train de regarder ce qu'il y a au niveau du chat. Donc voilà. Ensuite, la fiabilité. Comme je vous l'ai dit, lorsque on est, par exemple, dans un compteur d'eau, le compteur d'eau va se retrouver souvent dans soit des ambiances humides, soit sous des regards, donc dans des ambiances qui sont relativement compliquées. Il faut pouvoir facilement ressortir donc, le signal radio et la transmission radio qu'il y a à l'intérieur pour justement faciliter la remontée de la donnée. Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est la fiabilité, et notamment dans le deep indoor. Alors, je regarde, moi, de mon côté, tout va bien concernant la connectivité, notamment sur le son. Les applications concernées, aujourd'hui, elles sont nombreuses à rentrer dans ce cadre. J'en ai parlé, j'ai pris pour exemple, c'est la télé-relève des compteurs. Ça, c'est des marchés qu'on retrouve, c'est des marchés mondiaux qu'on retrouve absolument partout. On va retrouver l'efficacité énergétique. Alors, l'efficacité énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, on sait très bien que les énergies ont un coût. Il faut avoir une attitude éco-responsable par rapport à leur consommation. Et donc, l'efficacité énergétique, c'est tout simplement pouvoir utiliser la bonne somme d'énergie par rapport au rendu que l'on souhaite, que ce soit en termes de confort, que ce soit en termes d'allumage ou autre. Ça veut dire tout simplement, c'est des bureaux, c'est ne pas les chauffer jusqu'à 10 heures du soir, si à partir de 8 heures, il n'y a plus personne dans le bureau. Voilà. Donc ça, c'est des réseaux qui vont aider à pouvoir récupérer ce type de data en permettant le coût de la data à un coût de data qui soit très très faible. La smart agriculture, alors la smart agriculture, parce que là on est sur des distances qui sont importantes, hein, on verra tout à l'heure, mais les réseaux, des objets connectés ont plusieurs kilomètres de portée. Donc l'agriculture aujourd'hui, c'est déjà dans pas mal d'activités, c'est un secteur qui est déjà très connecté et qui ont besoin d'avoir des datas justement pour permettre d'être le plus efficace possible. L'usine 3.0, là encore, on retrouve à peu près les mêmes besoins que sur la Smart Agriculture, toujours avoir un maximum de data utile, évidemment, pour pouvoir facilement être efficace dans les systèmes de production. Le dernier point significatif aujourd'hui, ça va être tout ce qui est tracking. Tracking, véhicules, marchandises, containers. Donc là aussi, c'est un marché qui est en plein développement, notamment autour des véhicules et notamment autour de la sécurité. Donc c'est des marchés, c'est des secteurs d'activité qui vont s'appuyer sur ces réseaux pour pouvoir se déployer beaucoup plus rapidement et à un coût moindre. Parce que vous l'avez bien compris que tout développement est lié à un coût et ces réseaux des objets connectés permettent justement de pouvoir se déployer au mieux et à des coûts excessivement maîtrisés. On a d'autres secteurs, mais qui sont, entre guillemets, qui sont un peu plus ludiques. Ça va être l'aide pour les plantes d'intérieur. Il y a un certain nombre de capteurs qui arrivent pour tout faciliter les plantes d'intérieur. Il y a aussi un autre marché, c'est le marché du maintien à domicile, où là aussi, il y a un certain nombre de capteurs qui commencent à arriver et qui s'appuient sur ces réseaux opérés pour pouvoir se développer facilement et avoir une infrastructure la plus simple possible. Alors, il y a des radios aujourd'hui, des radios conventionnelles, des technologies radio conventionnelles qui existent.
Par contre, elles ne conviennent pas. Pour différentes raisons, elles ne conviennent pas. Le Wi-Fi, c'est celle qui est la plus, hop, 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 hop. Alors, je vais essayer de figer donc, hop, voilà, ma caméra. Euh, ah, c'est peut-être pas pour moi, le message. Bon, je défrise. Par contre, elles ne conviennent pas pour différentes raisons. Le Wi-Fi, c'est la portée. On sait tous que le Wi-Fi a une portée de quelques dizaines de mètres, voire un peu plus. Euh, et surtout, la consommation, on est surtout sur des produits qui sont toujours alimentés ou qui ont des consommations qui sont trop importantes. Donc le Wi-Fi d'office est hors catégorie dans ce besoin. Tout ce qui est 2G, 3G, 4G, donc là encore, on va retrouver cette problématique de portée, notamment dans le deep indoor. Lorsqu'on n'est pas à proximité d'une fenêtre ou d'un accès à l'extérieur, il est très difficile. Je pense qu'on a tous fait l'expérience dans une cave, par exemple, ou dans un sous-sol. On a tous fait l'expérience que la portée ne passe pas. Bluetooth et le Bluetooth Low Energy. Donc là, ça va être essentiellement la portée, puisque là, on est sur quelques mètres. Et évidemment, dans les cas dont on parle aujourd'hui, on n'est pas, ça ne concerne pas et ça ne répond pas aux besoins aujourd'hui demandés par les use cases. Pourtant, les applications existent et elles sont déployées et elles ont été sur des bases basées donc sur des technologies radio qui sont moins connues que celles que j'ai présentées, comme le Zigbee, par exemple, euh, à- ou, ou le WaveNIS. Euh, alors, ce qu'on en a retenu de ces premiers déploiements sur ces technologies type wireless and bus aussi, sur ces premiers déploiements, c'est que en fait la bande sub-giga, c'est-à-dire en dessous de 1 gigahertz, représente le bon compromis puissance nécessaire par rapport à la traversée d'obstacles. Ça, clairement, Zigbee qui est au-dessus, hein, et en 2 giga 4, on a vu toutes les limites qu'il avait à pouvoir pénétrer le deep indoor. Par contre, des technologies comme WaveNIS, comme Wireless Bus et autres, qui sont en 868 MHz, là, on a vu que c'était un excellent compromis concernant la puissance. Basse puissance égale aussi basse consommation. Ça, c'est très important puisque les produits ont besoin d'avoir une durée de vie importante. Donc, dans ce domaine, tout ce qui va, tous les critères qui vont augmenter la consommation vont être bannis. Et donc là, on peut comparer. Hein, c'est aujourd'hui, les objets sont en 25 milliwatts et qui est comparé avec les 2 watts des téléphones portables. On voit que c'est des écarts qui sont très importants. Ensuite, la longue portée. La longue portée, on a vu donc ces technologies, donc WaveNIS ou Wireless Bus est dans ce domaine-là, arriver à des portées de 1 km en champ libre, sans répéteur, donc ce qui était déjà un premier pas, et environ 10 km en champ libre avec plusieurs répéteurs. Donc on verra que cette notion de répéteur peut occasionner, en tout cas, à montrer que ça posait des soucis. Mais en tout cas, là, on a une première génération de technologies qui commence à amener justement un plus par rapport aux technologies précédentes que j'ai indiquées et qui correspondent un petit peu mieux aux use cases. Par contre, voilà, il n'y a pas eu réellement à travers le monde de déploiement massif. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure réseau. Euh, et pour tous les utilisateurs, il était nécessaire de construire leur propre réseau de relève, de télérelève. Alors évidemment, c'est coûteux, c'est complexe parce que ça demande un vrai savoir-faire et c'est sujet à maintenance parce qu'il y a beaucoup de produits entre l'émission de la donnée, si on prend l'exemple du compteur, entre l'émission de la donnée auprès du compteur jusqu'à l'arrivée sur un ordinateur, sur un serveur ou sur le cloud.
Et donc, ont commencé à émerger donc, les réseaux LPWA, donc Low Power Wide Area, en français les réseaux pour les objets connectés. Donc c'est des nouvelles technologies radio avec une puissance équivalente aux précédentes technologies qui existaient, donc longue distance, avec aussi quelque chose qui est important, c'est une consommation équivalente, mais avec des performances qui n'ont plus rien à voir avec les précédentes technologies. Et là, on est vraiment sur des technologies qui sont disruptives, qui amènent vraiment un plus sur le marché, et notamment, une des premières, c'est la portée qui est bien supérieure, puisque lorsqu'on parle de la technologie LoRa, on va avoir du 15 km champ libre. Lorsqu'on parle de Sigfox, on va avoir de 40 km champ libre. On va avoir aussi une nouvelle étape, c'est la naissance d'opérateurs pour ce réseau de l'Internet des objets. Donc, lorsqu'on parle de LoRa, on va avoir Obgenius, qui est en fait une filiale de Bouygues Télécom. On va voir Orange, on va voir La Poste en France, mais en Europe, et partout en Europe, en Asie maintenant, aux États-Unis et l'Amérique du Sud commence, l'Afrique du Sud aussi, on va avoir des opérateurs téléphoniques qui utilisent cette technologie LoRa pour développer ce réseau Internet des objets. Sigfox aussi, qui se développe, et qui se développe pareil avec je dirais, la même rapidité, puisque Sigfox a été précurseur dans le domaine. Et donc, Sigfox était le premier à se déployer en France et se déploie aujourd'hui dans pas mal de pays en Europe et aux États-Unis. Et là, ça va permettre comme conséquence, ça va permettre d'avoir des déploiements massifs d'applications qui vont être possibles, puisqu'on va répondre, et on répond avec ces réseaux, à toutes les contraintes qu'il existait avec les précédentes technologies. Si on fait un focus sur LoRa, donc c'est une modulation large bande et qui permet aussi d'avoir une communication sous le niveau de bruit radio. Ça permet évidemment de pouvoir accentuer la fiabilité de la radio, et c'est un élément qui est évidemment important. Concernant la sécurité, deux niveaux de sécurité. Au niveau réseau, donc par l'authentification et l'intégrité, et au niveau applicatif, notamment par le chiffrage pour la confidentialité. Ce qui est important aussi, c'est que l'opérateur téléphone, ne voit pas les données qu'il transporte. Ça, c'est un élément qui est important. Et les quantités de données vont jusqu'à 50 octets par trame. Donc, on peut faire passer une trame toutes les 3 minutes, c'est toujours possible. C'est ce que je vous ai indiqué. Le réseau LoRa le permet. Concernant Sigfox, donc Sigfox a été le premier sur le marché à se développer et qui a été le plus mature. Donc là, on est sur une modulation en bande étroite, avec une limitation du niveau de bruit radio. La sécurité peut être ajoutée sur l'application. Les quantités de données, c'est 10 octets par trame, limité à 144 trames radio. Alors, ce qui est important, et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, sur ce marché du réseau Internet des objets, on a déjà l'émergence de 2 technologies qui sont importantes et qui sont d'obédience française. Là, on peut dire en cocorico, qui sont d'obédience française et qui s'appelle LoRa d'un côté et qui s'appelle Sigfox de l'autre. Et qui amène, et c'est ça qui est intéressant, qui amène des services qui sont différents. Parce qu'il est évident que dans ce domaine, en fonction des use cases, des cas d'application que l'on va avoir, ben, on va plutôt préférer l'une ou l'autre de ces technologies radio. Certains les mettent en concurrence. Moi, mon avis, c'est qu'elles amènent des services qui sont totalement différents et qu'il faut respecter, en fait, il faut respecter les plus de chacune de ces technologies et ne pas chercher
à avoir une technologie qui fasse tout, parce que on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ça n'existe pas sur le filaire, donc il n'y a pas de raison que ça existe sur la radio, même si c'est plus facile à déployer. Donc il faudra vraiment se préoccuper de savoir quelle est la technologie qui est la plus à même de répondre aux besoins de ce que l'on veut en faire. On en a d'autres. Il y en a d'autres, des technologies. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une activité, c'est un secteur d'activité qui est très actif. Mais par contre, elles sont beaucoup moins matures que les précédentes, LoRa ou Sigfox, soit d'un point de vue techno, parce qu'aujourd'hui, les spécifications, les specs de ces technos ne sont pas sortis, soit d'un point de vue standardisation. Ce qui est important, c'est la standardisation, qu'il y ait énormément d'acteurs qui soient autour de ces technologies pour les porter, pour les faire vivre, et pour avoir le choix, soit d'un point de vue déploiement, puisque là, ça demande des investissements qui sont colossaux. Il suffit de se rapprocher des communiqués de presse de Sigfox pour voir la centaine de millions d'euros déjà levés et les précédentes levées de fonds. Donc, dans celles qui pourraient émerger donc, dans les mois ou dans les années à venir, on a NB IoT qui est porté par 4 entreprises, 4 poids lourds de la profession, LTEM. Alors, pour ces deux technologies, ils réutiliseraient les stations de base qui sont utilisées pour les cellulaires. Donc, ce qui permettrait d'avoir un déploiement peut-être un peu moins coûteux que les déploiements aujourd'hui de LoRa ou de Sigfox qui ont leur propre station de base. Et Covisio, qui est encore un autre acteur français, mais qui, lui, voilà, a plutôt une démarche plutôt propriétaire et en ultra narrowband. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on arrive à une certaine maturité avec les deux technologies qui existent, que ce soit Sigfox ou que ce soit LoRa, et que aujourd'hui on arrive à faire on arrive à répondre à beaucoup de besoins. On arrive à répondre à beaucoup de besoins, et en fait, par rapport aux technologies qui arrivent, on verra exactement dans quel cas elles peuvent aider et dans quel cas elles peuvent améliorer ce que proposent aujourd'hui les deux précédentes technologies. Voilà, j'en arrive à la fin. Donc là, il nous reste une petite dizaine de minutes pour répondre à des questions si vous le souhaitez et si je n'ai pas abordé certains points. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Donc voilà, je vais rester encore jusqu'à 10h30. Donc si vous avez des questions. Et ce qui est important, en attendant hein, vos questions, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le présent. Avec ces technologies, on est dans le présent. On n'est plus, on va faire, on est dans le présent. Clairement, si on prend Sigfox, il y a des entreprises comme Engie, qui sont quand même en France des acteurs qui sont assez lourds, qui se sont clairement positionnés donc, sur cette technologie. D'autres acteurs se sont aussi Orange, Bouygues, donc à travers Genius, La Poste, sont positionnés sur LoRa. Alors, oui, le diaporama sera disponible. Vous pouvez le demander donc à l'adresse qui est indiquée support-ee@distram.fr. Avec plaisir, on vous le communiquera. Peut-on connaître la couverture en France, LoRa et Sigfox? Alors, Sigfox, oui, il suffit d'aller sur le site de Sigfox, et Sigfox a une carte française qui est très, très précise. Ensuite, pour LoRa, bah, il suffit d'aller sur le site d'Obgenius, qui lui aussi communique sur son déploiement en France. Mais aujourd'hui, il y a très très peu, il y a de moins en moins de zones blanches. En tout cas, de mémoire, Sigfox, ça doit être à 80 ou 90% du territoire et de la population.
Et Opgenius, je crois que pour la fin de l'année, ils prévoient pareil dans ces eaux-là. Donc Orange, eux, ils sont en déploiement. La Poste est en cours de déploiement aussi. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre les différentes questions. En tout cas, merci pour vos questions. Laquelle de ces technologies est plutôt libre? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Elles sont toutes libres. Elles sont toutes libres. Il n'y a aucun coût. Si c'est par rapport au coût, il n'y a aucun coût d'utilisation. Lorsque vous êtes sur des réseaux opérés, il y a forcément un coût à la donnée, au volume de données, mais qui est de quelques centimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de coûts, et là, allez, je m'avance un peu, et les coûts sont à peu près identiques entre Sigfox et LoRa. Le coût, ça va être de 1 euro par objet par mois, lorsqu'on est sur plusieurs communications par jour, à 1 euro par objet par an. Donc, en termes de coûts, on est sur des coûts qui sont excessivement faibles. Et qui, je pense, de toute manière, auront tendance à baisser avec le volume. Comment on fait pour créer notre propre réseau LoRa? Il suffit d'avoir des objets, il suffit d'avoir des gateways, d'avoir un bon network server, et à partir de ce moment-là, voilà, vous êtes armé pour développer votre réseau LoRa. Maintenant, il faut avoir des compétences pour le faire vivre. Voilà, donc après, je dirais c'est relativement simple. C'est relativement simple. Sigfox, là, c'est plus compliqué. Là, il y a le réseau, l'infrastructure est déjà existante, et Sigfox ne permet pas à ce que cette infrastructure soit déployée sans son contrôle. Mais pour LoRa, vous pouvez le faire de manière très très simple. Libre dans le sens open source. Aujourd'hui, les spécifications, alors si je prends les spécifications de LoRa, elles sont disponibles au sein de l'Alliance LoRa. Donc, vous pouvez facilement bénéficier de ces spécifications et pouvoir répondre aux différents besoins. Et connaître, en fait, et tout savoir pour développer un produit et intégrer un produit. Concernant Sigfox, de mémoire, il semble qu'il y a une séance de formation, d'une journée de mémoire, qui vous permettra justement d'acquérir toutes les bases pour pouvoir développer et intégrer le Sigfox. Alors c'est bien parce qu'il y a pas mal de questions, j'essaye de les garder. Concrètement, les applications concernées. Donc, aujourd'hui, elles sont très très larges. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Je vais les reprendre. Donc, en premier lieu, on va trouver tout ce qui est télérelève, la télérelève automatique des compteurs. On va retrouver donc tout ce qui est efficacité énergétique. Donc, efficacité énergétique plutôt au niveau des bâtiments. Donc, pour permettre de remonter des données qui vont permettre de mieux consommer en fait les énergies. Tout ce qui est smart agriculture, grâce aux portées, puisque là on est sur des portées qui sont très très larges, qui vont de 15 km à 40 km pour Sigfox. Tout ce qui est l'usine intelligente, et donc pour récupérer des données, pour faciliter les fabrications, et tout ce qui est tracking, véhicules, marchandises, conteneurs. Combien d'émetteurs LoRa peuvent parler en même temps sur la bande? À ma connaissance, ce n'est pas limité. Vous avez 9 canaux sur les gateways et sur les bases stations LoRa. Et en fait, vous avez aussi un ADR, un Automatic Data Rate, qui permet justement de pouvoir adapter en fonction de l'éloignement du capteur par rapport à la gateway, à la passerelle, à la station de base, peu importe comment on l'appelle, qui permet justement d'adapter la puissance d'envoi. Donc, du coup, les collisions ne sont théoriquement pas possibles. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu jusqu'à présent. Amélioration en termes de durée de batterie, portée du signal. Ah, oui, durée de batterie, oui, aujourd'hui. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Les produits vont jusqu'à 20 ans.
peuvent aller jusqu'à 20 ans, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus tant la fréquence d'envoi des messages qui vont impacter la batterie, mais c'est l'éloignement du capteur par rapport à la gateway, où là, en fait, la fréquence, la puissance d'émission va s'adapter en fin de compte par rapport à l'éloignement ou pas, et le choix des canaux aussi va être utilisé en fonction de l'éloignement ou pas. Donc là, aujourd'hui, lorsqu'on est typiquement sur une technologie LoRa ou Sigfox, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est sur des aspects automatiques d'envoi de définition et de bonne adéquation, entre guillemets, entre la puissance, l'utilisation des canaux pour avoir la meilleure réception. Concrètement, l'abonnement est concrétisé par une carte SIM ou équivalent? Non, non, non. Il n'y a pas de carte SIM, ce n'est pas physique. Il suffit d'aller voir Sigfox et ils vendent des abonnements, un petit peu comme les SMS à l'époque, hein, lorsque les SMS ont été créés, ils vendent des abonnements, que ce soit Sigfox, que ce soit Genius, que ce soit Orange, et il suffit de prendre des abonnements et en fait, vous allez venir déclarer vos objets donc, sur le réseau et c'est en fonction donc, du nombre d'émissions que ça va venir diminuer donc, votre abonnement. C'est quelque chose qui est excessivement simple et qui est très très connu. Existe-t-il des formations pour acquérir les compétences de déploiement alors c'est LPWA. Alors, le but aujourd'hui sur ces réseaux LPWA, c'est justement que vous puissiez utiliser les infrastructures qui sont déployées, qui sont déjà déployées par, je vais les répéter, Sigfox en France, Orange, Bouygues ou La Poste. Donc ça, voilà, le but c'est ça. Après, effectivement, LoRa, vous avez la capacité de faire vos propres déploiements ou de faire des déploiements privés, c'est-à-dire de ne pas ouvrir votre réseau et de le garder uniquement pour vous. Alors oui, il y a peut-être des formations, je pense peut-être. Alors côté LoRa, ça doit être, je pense côté Semtech, ainsi de suite. Mais sinon, allez sur les sites internet, notamment de la LoRa Alliance. Il est très très bien fait. Vous aurez énormément de documentation technique. N'y a-t-il pas un risque que LoRa devienne payant puisqu'il est récupéré par les acteurs télécoms? Alors, c'est pas un risque. Hein, c'est aujourd'hui, lorsque vous envoyez un SMS, ça a un coût. Donc là, on est exactement sur les mêmes usages. Donc aujourd'hui, il y a un coût. Que ce soit du Sigfox ou du LoRa, il y a un coût. Il y a juste une particularité sur LoRa, c'est que LoRa permet d'avoir des réseaux privés. Et donc ces réseaux privés sont, en dehors de l'achat du matériel, après, sont complètement gratuits. Vous envoyez les données, il y a des échanges de données de manière aussi simple que ce qui existe aujourd'hui. Donc, voilà, pour gérer aujourd'hui, ce n'est pas un risque, parce que lorsqu'on parle de 1 euro par objet par an, je dirais c'est plutôt l'avantage d'utiliser une infrastructure qui a été déployée par des grands opérateurs qui garantissent le bon usage, la bonne fiabilité de cette infrastructure. Voilà, il me semble que ça reste quand même assez accessible. Quels outils pour développer avec LoRa? Là encore, rapprochez-vous de la LoRa Alliance. On voit différents outils, de Semtech aussi, voilà, qui propose un pack, notamment un pack développeur, un développeur kit, donc qui est pas mal au niveau de Semtech. Niveau interopérabilité, si on a des capteurs LoRa de différents constructeurs dans le même réseau. Ah, ça c'est une excellente question. Alors, l'Alliance LoRa a défini dans ses spécifications la LoRaWAN. LoRaWAN, L-O-R-W-A-N, Wide Area Network. Donc, LoRaWAN qui garantit l'interopérabilité de tous les fabricants de capteurs avec toutes les passerelles de toutes marques. Et l'Alliance LoRa est même allée encore plus loin, mais de la même manière que Sigfox d'ailleurs, et certifie maintenant les produits.
Donc, il suffit d'aller sur le site de l'Alliance LoRa pour avoir la garantie par l'Alliance LoRa que le produit est totalement interopérable parce qu'il y a la pastille maintenant, LoRa Alliance Certified, qui permet justement de garantir le 100% d'interopérabilité. Voilà. Ça, c'est effectivement, c'est une question qui est très importante de pouvoir garantir cette interopérabilité, notamment demandée par les, les Opgenius, Orange, Post et ainsi de suite, parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile pour intégrer de nouveaux objets dans leur réseau, et à la fois dans les réseaux privés par rapport aux fabricants de gateway, où là aussi, ça demande beaucoup moins de travail pour intégrer tous ces réseaux. Oui, l'interopérabilité, c'est un élément qui est indispensable et, et je dirais que ça sera un élément de succès pour l'usage de ces réseaux. Voilà, je crois qu'on est arrivé, je suis même sûr, on est arrivé donc au bout de cette présentation. Merci encore de votre présence, des questions que vous avez pu poser. Vous pouvez le voir, donc il y a une adresse mail sur la présentation, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour avoir toutes les différentes, pour poser les questions et pour avoir les réponses. Donc je la répète, c'est support-ee@distram.fr. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Merci, au revoir, bonne journée.